Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute petite série, enfin une toute petite série. Non, il va y avoir plusieurs vidéos quand même. Une série de vidéos en tout cas sur Flesh and Blood. Je vous avais promis au travers de différentes précédentes vidéos d'ouverture de booster Flesh and Blood, de différents lives qu'on avait pu faire avec Rémi. Lorsqu'on avait reçu les tout premiers boosters de Flesh and Blood, c'était au mois d'octobre de mémoire. On avait ouvert des boosters, on avait fait du deck scellé, on avait joué avec des decks de démo. Bref, il y avait eu différents petits lives sur le jeu, mais des trucs pas vraiment bien préparés, etc. Et je vous avais promis que je ferais une série de vidéos qui seraient un petit peu bien écrites, bien montées, bien présentées, etc. Comme d'habitude, ça sera fait à ma façon. J'ai essayé malgré tout de synthétiser tout ce que j'avais à vous dire. La vidéo d'aujourd'hui va être une présentation vraiment très globale du jeu, du pourquoi je l'aime bien, pourquoi il est bien dans l'absolu, un petit peu de tous ces aspects. Et je compléterai cette vidéo d'introduction par une série de plein de petites vidéos qui vont durer peut-être, je sais pas, 5-10 minutes chacune, qui va rentrer dans le détail de chacun des sujets. Et normalement, à l'issue de cette série de vidéos, vous connaîtrez tout ce qu'il y a à savoir sur Flesh and Blood. Donc Flesh and Blood, autant vous le dire tout de suite, c'est un gros coup de cœur comme je n'en avais pas eu depuis bien longtemps. Je vous arrête tout de suite, ça remplacera jamais Netrunner parce que Netrunner restera le summum du jeu, mais vraiment. Par contre, c'est clairement un coup de cœur comparable à The Spoils que j'avais eu à l'époque. Bien que les jeux n'aient rien à voir, bien que je préfère The Spoils pour son atmosphère, pour son ambiance, pour enfin voilà, The Spoil, c'est The Spoil. Je referai une vidéo là-dessus pour vous expliquer. Mais en tout cas, c'est un gros coup de cœur parce que je pense que le truc qui me plaît le plus dans ce jeu, c'est son rapport entre la simplicité extrême du jeu. Il est extrêmement simple d'apprendre les règles, de les comprendre, de se mettre au jeu. Et malgré tout, à côté de ça, il y a une très très grande profondeur de jeu. Et c'est le rapport des deux qui en fait pour moi un grand jeu. Il n'a rien véritablement d'original et de bien exceptionnel, c'est-à-dire que quand on voit le jeu, quand on le voit tourner, quand on voit sa mécanique, on ne se dit pas « Waouh, ce jeu-là, il n'a rien à voir avec les autres ». Quand vous voyez Netrunner, Doomtown, Highlander, par exemple, ces trois jeux-là, vous les voyez tourner sur une table, vous vous dites « Ok, ces jeux-là ne ressemblent à rien d'autre ». Là, Flesh and Blood, on est dans du jeu très traditionnel. Vous avez un héros avec des points de vie et le but du jeu, c'est d'attaquer votre adversaire pour réduire les points de vie à zéro. Des jeux comme ça, on en a eu des tonnes, si ce n'est 95% des jeux créés depuis toujours sont sous cette forme-là. Donc il n'a rien d'original, mais il y a quand même quelques petits trucs à lui qui en font malgré tout un jeu unique en termes de mécanique. Et c'est vraiment le côté ultra simple du jeu qui le rend vraiment attirant. Moi, j'ai eu quand même des coups de cœur depuis une dizaine d'années, hein. Il y a eu plein de jeux qui sont sortis. La majeure partie des LCG de chez FFG, Game of Thrones, L5R, Star Wars Destiny, Transformers TCG, c'est un très bon jeu aussi. Ashes, c'est un de mes meilleurs jeux. Ils sont vraiment très bons tous ces jeux-là. Le problème, entre guillemets, enfin plutôt l'avantage qu'a Flesh and Blood sur tous ces jeux-là, c'est encore une fois sa simplicité. Donc voilà, en petite guise d'introduction, je voulais vous dire que c'était voilà, un gros coup de cœur, comme j'avais pas eu depuis bien longtemps. Et pour moi, je pense qu'il arrive quasiment à jeu égal avec The Spoils, bien que The Spoils gardera quand même un avantage parce que l'univers, il est totalement dingue. Je voulais également vous orienter dès maintenant sur deux vidéos, enfin plusieurs vidéos en tout cas, celle qu'avait fait Vincent de la chaîne RAF Taverne, R-A-T-H-E Taverne. C'est une chaîne dédiée à Flesh and Blood où il explique les règles, il explique pas mal de trucs. C'est une très bonne vidéo, vous pouvez aller la voir. Et une vidéo toute récente de l'ami Manuel Rosoy. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en description où Manuel décrit le jeu, mais à la perfection. Sa vidéo, elle est parfaite. Elle sera beaucoup mieux travaillée que la mienne, beaucoup mieux montée. Enfin voilà, cette vidéo est parfaite. Donc vous pouvez aller les voir et ça sera une très bonne première approche du jeu.
Mes vidéos sont là pour un petit peu élargir et peut-être rentrer en profondeur dans le sujet. Donc Flesh and Blood, comme je le disais, c'est un jeu d'affrontement jouable en duel, jouable en multijoueur. Il n'existe que en anglais, mais attention, pas de panique, c'est de l'anglais déjà extrêmement simple. Il y a très souvent très peu de texte sur les cartes, et franchement, on les comprend très bien. Le jeu, c'est avant tout un jeu de valeurs numériques, donc des valeurs numériques, hein, donc il n'y a pas besoin de lire l'anglais. Et à la différence de pas mal d'autres jeux où, en tant que joueur, vous allez poser des créatures et ce sont les créatures qui vont combattre à votre place, Flesh and Blood rentre dans les jeux d'affrontement par héros, où c'est les héros eux-mêmes qui vont combattre les uns contre les autres. Il n'y aura pas de créatures, il n'y aura pas d'enchantement, il n'y aura pas tout ça. C'est votre héros, son stuff, ses armes, qui va utiliser ses techniques et c'est lui-même qui va se battre. Et ça, l'air de rien, ça en fait un petit premier point assez original, parce que des jeux comme ça, il n'y en a pas énormément. Moi, j'en connais personnellement, au-delà de Flesh and Blood, je connais Highlander et UFS, Universal Fighting System. J'ai proposé 2 vidéos l'été dernier sur ces 2 jeux-là, qui sont très originaux en termes de mécanique, pour le coup, plus originaux que Flesh. Mais voilà, pour vous dire que ce concept-là de combattre avec un héros est pas si courant, parce que très souvent, vous posez des choses sur table, et c'est les choses sur table qui vont agir à votre place. Le gros avantage de ce jeu-là, du coup, c'est qu'il est très dynamique, parce que vous allez jouer des cartes, ça va être vos attaques, vos techniques, etc. Et en fin de tour, vous allez nettoyer complètement votre table de jeu, et il n'y a quasiment rien qui va rester. C'est un jeu, du coup, qui se joue très bien par webcam. Malheureusement, en ce moment, c'est un petit peu le seul moyen de jouer assez facilement. Et vu qu'il n'y a pas de cartes qui vont aller chez l'adversaire, vu qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qui restent sur le plateau de jeu, voilà, je trouve que ça joue très bien. En gros, le jeu, c'est quoi? Vous avez un héros avec une ou des armes. Tout dépend du poids, de la taille de votre arme. Vous avez des armes à une main, des armes à 2 mains. Du coup, vous pouvez avoir une arme ou 2 plus petites. Le héros, son arme et son stuff. Vous pouvez avoir des équipements que vous allez mettre sur vous. Vous allez démarrer la partie avec vos équipements et votre arme. Et le deck va être simplement ce qui vous permet d'utiliser soit votre arme, soit d'utiliser de nouvelles attaques, etc. Mais presque à la limite, je dirais, avec votre héros, son arme, vous pouvez déjà jouer sans avoir besoin de deck. Le deck va être là juste pour générer du mana, en gros. Après, on a besoin des cartes, naturellement, mais même si les cartes étaient vierges, vous pourriez presque jouer au jeu. Donc ça, c'est déjà un avantage. Vous allez commencer la partie avec des équipements, et derrière, le deck va être simplement une prolongation de votre stratégie de base, qui est bien identifiée de par votre héros et la classe. Vous avez pour l'instant 3 extensions qui existent. Vous avez la toute première, Welcome to Wrath, qui était sortie, qui apporte les 4 premières classes du jeu. Vous avez Warrior, Gardien, Ninja et Brute. C'est une extension qui est jouable comme ça, de manière autonome. Vous avez la deuxième série de cartes qui est à la fois une extension et à la fois une série de base qui s'appelle Arcane Rising. À l'instar de Welcome to Wrath, vous avez 4 classes avec 4 nouveaux héros qui symbolisent ces classes-là. En termes de classes, vous avez le Wizard, Runeblade, Mécanologiste et Archer. 4 nouvelles façons de jouer au jeu. On peut jouer soit à l'un, soit à l'autre, il n'y a pas de problème. Les cartes de classe sont vraiment uniques, spécialisées pour chaque classe. Par contre, vous avez des cartes neutres dans l'une et l'autre des séries. Les cartes neutres peuvent intégrer toutes les classes. Donc c'est en ce sens-là où on peut mélanger les 2 extensions ensemble. Mais en soi, des cartes de gardien ne pourront pas être mélangées à des cartes d'archer. Ça reste vraiment des cartes bien spécifiques. On a un petit peu cet aspect jeu de rôle, quoi, où on incarne son héros qui fait partie d'une classe. Et après, on a accès, comme je le disais du coup, à des cartes génériques qui ouvrent l'éventail des possibles pour chaque classe et chaque héros. Mais sinon, on a vraiment la thématique d'une classe. Ce qui fait que si vous êtes fan d'une classe et pas vraiment les autres, vous pouvez juste vous focus sur une classe, sur une extension, et c'est parti. Je reviendrai après sur comment démarrer le jeu, quels sont les formats, etc. Là, je fais vraiment une présentation très grossière. Vous avez la dernière extension sortie à ce jour qui s'appelle Crucible of War,
qui, elle, ne peut pas être jouée de façon autonome. C'est une extension de complément qui vient complémenter et Welcome to Wrath et Arcane Rising. C'est-à-dire qu'on va trouver des cartes pour les 8 classes et ça va servir de complément pour vos decks existants. On ne peut pas faire de scellé, de draft avec, etc. Donc voilà, c'est purement pour du construit et purement pour compléter. Il y a des très bonnes cartes, c'est inévitable d'avoir cette série-là en construit, on est d'accord. Mais dans un premier temps, vous pouvez très bien démarrer par l'une et l'autre et ça se fera vraiment très bien. Je vais maintenant vous présenter un petit peu les héros avec les classes du jeu. Donc vous avez la classe des Warriors, symbolisée par le héros qui s'appelle Dorin Thea. Dans ce jeu-là, les héros sont disponibles en 2 versions. J'y reviendrai ultérieurement lorsque je parlerai des formats de jeu. Une version toujours jeune, c'est le héros non expérimenté, on va dire, avec 20 points de vie. Et une version adulte, un petit peu plus expérimentée. On a exactement le même pouvoir entre les 2 cartes, mais là, on passe à 40 points de vie. Donc ça, c'est la classe Warrior, avec l'arme spécialisée Warrior, la première arme du jeu. Naturellement, derrière, il y a des autres armes qui vont sortir et qui sont déjà sorties. Mais là, je vous montre vraiment la base du jeu. Vous avez la classe brute avec le héros Rinard en hop, comme ça, jeune, vieux, son arme. Vous avez la classe gardien avec Bravo, jeune, vieux, l'arme. Vous avez la classe ninja avec Katsu, jeune, vieux, ses armes. Parce que donc c'est des armes à une main, il peut en avoir 2, 2 petits katanas. Hop, ça ce sont les héros de Welcome to Wrath. Vous avez pour l'extension Arcane Rising 4 nouvelles classes, 4 nouveaux héros. Azalea, jeune, enfin hop comme ça, jeune, vieux, son arc. La classe des mécanologistes avec Dash, hop, en jeune, en expérimenté, l'arme. Vous avez la classe Wizard avec Kano, jeune, vieux, l'arme. Vous avez la classe Runeblade avec Viscerail, en version jeune, en version vieux, son arme. Ça, c'est quelques petits tokens, on s'en fiche. Donc voilà, quand vous démarrez un deck, vous sélectionnez votre classe, votre héros, son arme, et après, vous pouvez compléter avec du stuff. Vous avez des équipements divers et variés. Vous avez des équipements spécialisés d'une classe, équipement brut, équipement ninja, équipement warrior. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur votre table de jeu, donc vous allez avoir un slot pour mettre un équipement de tête, un équipement de poitrine, un équipement de jambes, un équipement d'armes. Vous avez votre héros, ses 2 armes. Et après, vous avez des zones de jeu. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard lorsque j'expliquerai le jeu. Et donc, voilà un petit peu un exemple d'équipements additionnels qui sont sortis dans la dernière extension, qui est l'extension de complément. Vous avez des nouveaux équipements de classe. Vous avez une nouvelle arme pour mécanologiste. Vous avez des nouveaux équipements. Vous avez, hop, des nouveaux équipements. Vous avez des équipements légendaires qui sont très rares. Ou alors après, vous pouvez tout faire avec du stuff générique qui ne sont pas affiliés à aucune classe. Vous avez ici tous les équipements de tête du jeu. Tac, tac, divers et variés. Vous avez ici des équipements de jambes génériques, divers et variés. Vous avez ici des armes, enfin des équipements de bras génériques, encore une fois divers et variés. Vous avez des équipements de poitrine génériques, divers et variés. Tac. Donc en fait, le jeu, vous avez un aspect vraiment un petit peu RPG. Une classe symbolisée par un héros. Vous démarrez la partie avec votre stuff de départ. Et le stuff de départ peut être vraiment spécialisé dans une classe ou totalement générique. Donc au-delà de construire votre deck qui va aller en symbiose avec votre héros, vous avez aussi les cartes d'équipement avec lesquelles vous allez démarrer la partie qui vont avoir une part relativement importante dans votre stratégie. Mais je dirais que c'est pas l'aspect primordial. C'est vraiment quand même votre deck qui va vous faire votre stratégie. Mais ça vous donne des petits bonus, des petits avantages. Ça vous permet de bloquer par-ci par-là. Ça va vous donner un petit avantage très ponctuel. Mais c'est pas parce que il y a des équipements légendaires qui sont très rares dans le jeu
C'est pas parce que vous aurez les équipements légendaires que tout de suite, ça y est, vous allez gagner face à un adversaire. Ou inversement, si vous n'en avez pas et qu'un adversaire en a un, c'est pas pour ça que vous allez perdre tout de suite. Il y a aussi le skill du joueur qui fait énormément. Moi, par exemple, j'aurais beau me monter un deck avec deux équipements légendaires en jeu. Je suis pas très bon non plus à ce jeu-là. Je vais jouer face à un expert du jeu qui maîtrise parfaitement et qui n'a pas d'équipement légendaire. Il y a 9 chances sur 10 que je me fasse éclater. Mais voilà, il y a ce petit côté, on a envie de spécialiser son héros, on a envie d'avoir son équipement très rare qui lui est dédié. C'est plutôt assez sympa. Il y a un truc qui est aussi assez sympathique, c'est que du coup, ils sortent ou ils vont sortir plusieurs héros additionnels pour une même classe. Donc si vous êtes fan de la classe Warrior, mais pas forcément du héros d'Orinthea, vous aurez accès à d'autres héros au fur et à mesure du jeu, et ça va être plutôt pas mal aussi. Il y a un système de Hall of Fame en tournoi, où donc en tournoi, on garde les statistiques des héros, et s'il y a des héros qui se mettent à un petit peu trop remporter de tournoi, être un petit peu trop dominants, trop performants, etc., ils ont un système de Hall of Fame où dès qu'un héros arrive à je sais plus combien, je crois que c'est une dizaine de victoires en gros tournoi majeur, le héros sera banni, il sortira du format, on n'aura plus le droit de le jouer, mais comme il y a d'autres héros qui sortent dans le jeu, bah, du coup, vous pourrez toujours jouer votre classe parce qu'il y aura toujours un héros pour remplacer celui qui vient de se faire ban. Et il y a quelques cartes dans une classe qui sont spécialisées à votre héros. C'est les cartes de spécialisation qui ont une bordure un petit peu spécifique. Donc effectivement, ces cartes-là seront bannies avec votre héros, mais ça concerne une ou deux cartes par extension. Donc voilà, je trouve qu'ils ont le bon équilibre entre donner envie de jouer un héros, de la thématique, etc., tout en conservant l'équilibre du jeu, où attention, s'il y a un héros qui est trop pété, on le banne, mais sans bannir un pool de cartes trop important. D'ailleurs, j'en parlerai aussi le moment venu sur la politique de réimpression des cartes, sur les formats de jeu, sur tout ça, il y a énormément de choses à dire. Donc voilà, pour une petite présentation un petit peu du jeu, de l'univers, ce que vous allez y faire, ce que vous allez incarner. C'est un jeu qui est édité par Legend Studio, LSS, une boîte en Nouvelle-Zélande. C'est vraiment des joueurs aguerris dans le monde du CCG. Ils connaissent très bien le milieu, ça se ressent, et sur leur game design, et sur leur politique à tout niveau de commercialisation, de distribution, d'impression, on le ressent, je vais tout vous décrire, mais on sent que c'est des pros, on sent qu'ils savent ce qu'ils font, et je trouve que c'est super encourageant pour la suite. Et c'est peut-être pour ça que le jeu commence à rencontrer pas mal de succès. Alors en Nouvelle-Zélande, ça a été un carton dès le début. Aux US, il y a quasiment un an, ça a commencé à décoller. Le jeu est arrivé en Europe en octobre, ça a l'air d'être un succès. Et voilà, toutes les clés sont bien là pour dire que le jeu a le potentiel de s'installer. Malheureusement, il ne sort pas à la bonne période avec le Covid, mais voilà, moi j'y crois dur comme fer. Le jeu a été designé en 7 années, je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est pas un jeu qui a été fait sur un coin de table à l'arrache en 6 mois. Ils ont très très bien fait les choses. Encore une fois, ça se ressent dans les règles sont épurées à la perfection. Ça se ressent dans l'équilibrage des cartes. Alors j'ai pas fait non plus 40 milliards de parties, j'ai pas fait de construit encore pour tout vous avouer. Je vais démarrer le construit un petit peu avec vous en vidéo, je vais faire des decks avec vous, je vais vous les expliquer, je vais les jouer, etc. Mais il y a un petit côté, voilà, ça se ressent, comme je vous le disais tout à l'heure, des jeux, j'en vois passer quand même très souvent, j'en ai vu passer depuis une dizaine d'années, des jeux excellents, il y en a eu beaucoup, mais là, on sent que de A à Z, il y a tout qui est pensé vraiment à la perfection. On sent qu'ils ont voulu sortir un jeu et pas qu'un produit. Encore une fois, au niveau des formats de jeu, ils ont pensé à tout. Il y a une multitude de formats de jeu. Certes, c'est un jeu à collectionner. Certes, c'est un jeu avec des très hautes raretés. Prenez pas peur tout de suite, je referai une vidéo sur les raretés, les réimpressions, etc. Vous allez voir que c'est pas non plus la folie. Parce que oui, il y a plein de niveaux de rareté, commune, rare, super rare, majestique, légendaire, fable. Les deux derniers niveaux de rareté sont extrêmement rares. Donc moi-même au début, je disais ça va coûter un bras, c'est n'importe quoi, etc. Pas de panique, je vous en reparlerai.
Tout est bien fait à ce niveau-là et je trouve qu'ils ont trouvé le bon dosage entre nous donner envie d'ouvrir des boosters pour choper des grosses cartes et avoir le plaisir inégalé de tout jeu à collectionner qui est j'ouvre un booster et waouh, on est en train de vivre un truc de ouf. Et même Magic, là, par exemple, ils avaient perdu ce côté-là dans leurs boosters traditionnels. Ils sont obligés de réinventer des boosters d'aventure, enfin des set expansion, je ne sais même plus comment ils ont appelé ça, avec un ordre. Les boosters sont composés un petit peu différemment pour nous créer un peu de surprise. Donc voilà, on voit bien que le CCG, il faut qu'on ait envie d'ouvrir du booster. Et dans ce jeu-là, il y a déjà 2 rares par booster. La deuxième rare peut être d'un niveau supérieur au niveau rare. Donc il y a vraiment l'excitation de dire « Waouh, qu'est-ce que je vais avoir ?» Il y a une carte foil par booster qui peut être de n'importe quelle rareté, commune, rare, super rare, majestique, ou du coup légendaire et fable. Et je vous assure qu'il y a une excitation au booster comme moi, j'ai pas ressenti depuis bien longtemps. Depuis quand d'ailleurs? Même Spolz, je prenais pas autant de plaisir. Parce que Spolz, j'ai acheté plein de boosters, mais c'était assez calibré dans une boîte. On avait un ratio à peu près défini. La Flesh and Blood, c'est la jungle. Vous ouvrez une boîte de boosters, il y a un ratio à peu près constant aussi, bien sûr. Mais vous pouvez tellement tomber des fois sur des boîtes complètement ouf qu'il y a une vraie excitation. Et là où Legend Studios sont très forts, c'est qu'ils nous ont donné envie en tant que joueurs d'ouvrir du booster. Ils nous ont donné en tant que joueurs d'envie de collectionner, alors que souvent il y a une distinction entre joueurs et collectionneurs. Et là, je trouve qu'il y a tout qui fonctionne bien. Ils ont donné envie aux collectionneurs, ils ont donné envie aux joueurs. Même si on n'est pas collectionneur, il y a le petit truc du joueur d'ouvrir le booster, comme je le disais. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est vraiment très bien. Ils ont une politique qui est d'encourager le marché secondaire, c'est-à-dire qu'ils savent très bien que les cartes de haute rareté peuvent coûter relativement cher, et justement, c'est ce qu'ils veulent. Ils ont envie que vous, en tant que joueur, vous soyez récompensé en ayant acheté des cartes. L'idée, c'est pas de sortir un énième jeu à collectionner qui va se casser la gueule dans 6 mois, 1 an, 2 ans, avec la perte de valeur des cartes, vous avez dépensé des fortunes, ça vaudra plus rien. Ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent très bien qu'il y a des cartes qui valent cher, mais tout ça, c'est pour vous récompenser. À savoir que si un jour vous revendez une carte, vous en échangez ou vous arrêtez le jeu, ou j'en sais rien, bah, vos cartes, elles coûteront toujours quelque chose. Et c'est là la grande force du jeu, c'est que d'un côté, vous n'êtes pas obligé d'avoir des hautes raretés, mais si vous les avez, c'est bien pour vous aussi. Il y a vraiment un bon ratio dans tout ça. Au niveau de l'univers, donc ça se passe dans l'univers de Wrath, qui est un monde Heroic Fantasy. Ils nous ont offert un superbe artbook pour les boutiques qui présente vachement bien l'univers. Je vais faire une vidéo dédiée où je vous montre le livre. Je mettrai aussi le PDF du livre en téléchargement parce que je ne vais pas tout vous faire voir non plus. Je vous avoue que j'ai commencé à lire le livre. C'est de l'anglais, pas non plus ultra soutenu, mais voilà, pour le coup, c'est pas les cartes du jeu qui ont 2 lignes, qui sont extrêmement simples. Là, c'est un vrai bouquin avec du texte. Et du coup, j'ai pas tout lu. Voilà, l'univers, ça m'attire moyennement. En règle générale, hein, pas que dans ce jeu-là. Mais le peu que j'ai vu, bah, c'est un univers qui est vraiment riche, qui a bien été travaillé, qui a une map monde avec différentes zones géographiques, avec différents peuples, une faune, une flore, les différentes classes qui vivent dans certaines régions, etc. Voilà, on est dans un univers, un nouvel univers, donc souvent ça fait peur de se mettre à un jeu en disant « Oh là là, c'est pas une licence, ça va se casser la gueule, etc. » Eh ben, moi je dirais enfin un jeu qui n'est pas du Marvel, qui n'est pas du Star Wars, qui n'est pas de l'Arkham, qui n'est pas du Pierre-Paul Jacques ultra connu qu'on a vu 50 milliards de fois. C'est un nouvel univers, mais qui est quand même travaillé. C'est pas 3 lignes sur une carte qui vous disent « Oh là là, on a fait un jeu ». Non, il y a vraiment un vrai truc. Et justement, ça fait aussi partie du pourquoi l'éditeur a fait les choses merveilleusement bien. C'est qu'ils nous ont accueillis par, bah voilà, un bouquin comme ça. Ils nous ont accueillis par un super tapis de jeu, bah celui, hop, que je vous fais voir ici. Un super tapis de joueurs pour faire des petites démos. Ils nous ont accueillis par des decks de démos. Donc ça, il était prévu à l'origine de faire un tournoi de lancement physique pour le jeu. Malheureusement, bah, la pandémie a fait que c'est pas possible.
Mais je vais réorganiser de nouveau des tournois d'initiation pour vraiment ceux qui n'ont jamais joué au jeu. Vous aurez ce deck-là à disposition. Vous viendrez sur le Discord LudiWorld et faire des parties en webcam pour découvrir le jeu. Vous allez voir, ça se joue très 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 bien. Le deck est bien fait. Les règles, vous voyez ce que c'est, tout simplement. C'est juste ça. Les règles de base, hein, naturellement. Vous avez des règles un petit peu plus poussées avec l'ordre du tour, l'ordre de certaines séquences bien précises. C'est un petit peu plus complexe malgré tout que ça. Mais juste pour commencer à jouer, ça suffit. Donc voilà, encore une fois, l'éditeur a fait les choses très très bien. Le travail éditorial bien fait ne se cantonne pas juste au jeu, enfin à la mécanique du jeu, ni à l'écriture des règles, qui sont très très bien faites, mais vous avez aussi un graphisme, bon bah je pense que vous l'avez vu, hein, vous avez vu de toute façon les cartes là, vous avez vu des ouvertures de boosters, c'est un graphisme qui est somptueux. Il y a leur site internet qui est très 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 bien fait, c'est la quasi-perfection. En tant que revendeur, vous voulez une info, vous la trouvez, que ce soit les fonds d'écran, les logos. En tant que joueur, vous avez tout. Vous avez les règles d'apprentissage, les règles complètes. Vous avez les règles de tournoi, les pénalités de tournoi. Vous avez de quoi vous inscrire en tant que joueur pour participer à des tournois. Vous avez un numéro de joueur. Voilà. Pour les boutiques, je peux créer mes tournois online. Vous pouvez vous inscrire à mes tournois via leur site. Comme ça, moi, le jour J, j'ai toute la liste des joueurs inscrits. J'ai juste à démarrer le tournoi. Il y a un système de points avec un classement Elo, avec un classement mondial, régional, etc. Il y a toutes les cartes qui sont en visuel sur leur site. Il y a toutes les infos. Enfin, allez voir sur le site. Je ne peux pas tout vous résumer. Mais c'est ultra, ultra, ultra bien fait. Tout est fait de A à Z pour rassurer. On sent vraiment, encore une fois, qu'ils ont taffé leur jeu. Ils ont une politique de tournoi du coup qui est orientée sur plusieurs formats. Je reviendrai encore une fois sur les formats de jeu dans une vidéo dédiée. Mais voilà, il y a des kits de tournoi qui nous sont envoyés tous les mois. Et les kits de tournoi peuvent être utilisés sur 4 tournois hebdomadaires. Du coup, voilà, il va y avoir un petit système de ligue, de tournoi qui va s'installer. C'est un jeu qui va durer. Les kits de tournoi, c'est quoi? Vous avez, hop, à chaque fois, des petits posters qui changent tous les mois en fonction du kit de tournoi. Donc ça permet, bon là vous ne le voyez pas, mais j'en ai foutu partout sur les murs pour décorer, je trouve ça super cool. Vous avez à chaque fois 2 tapis de jeu. Un tapis de jeu issu d'une classe avec souvent soit un personnage, soit un beau paysage vraiment sublime. Vous avez un autre tapis de jeu en ce moment, c'est le tapis de jeu Crucible of War, qui est un petit peu couleur feu, montagne de feu, etc. Donc ça a l'air d'être un tapis qui est centré sur la dernière extension en cours. Les 2 tapis de jeu, ils sont dans le kit de tournoi, mais ils ne sont pas à offrir dans les tournois. Ça, je trouve ça très bien. C'est des tapis à offrir un petit peu comme l'organisateur, comme la boutique le désire, soit en cadeau comme ça dans des commandes, soit, j'ai adoré ce truc-là, mais ils disent de le donner à un joueur, comment ils ont appelé ça? J'ai plus le terme, mais à un joueur qui est hyper impliqué dans le jeu, dans la boutique, qui fait des démos, qui fait des reviews, pourquoi pas des vidéos, des articles, enfin, quelqu'un qui montre un petit peu le jeu. Ils disent, voilà, vous pouvez filer le tapis à un joueur différent qui a promu le jeu comme ça tous les mois. Mais en soi, les vrais lots à gagner dans le kit de tournoi, c'est ces cartes-là. Vous en avez à chaque fois, je crois que c'est 36 dans le mois. Vous avez à chaque fois 4 héros Cold Foil. Je reviendrai sur l'histoire des foils dans une vidéo ultérieurement. 4 héros foil à raison de 1 héros foil par semaine au premier du tournoi. Donc là, il va y avoir Benji. Vous avez à chaque fois une carte promo un petit peu lambda, donc ça, c'est a priori assez rare. Toutes ces cartes-là, je les garde de côté. Je vous les ferai gagner dans un tournoi qui sera très très fortement doté lorsqu'on pourra reprendre les tournois physiques. Et après, vous avez des cartes un petit peu plus basiques en Rainbow Foil fournies en plein d'exemplaires. Et là, c'est une carte à chaque participant du tournoi. Donc, vous participez au tournoi, vous avez une carte malgré tout un petit peu rare parce que c'est une carte disponible que en tournoi quand vous participez.
Et après, suivant votre résultat, vous pouvez gagner la grosse carte. Donc voilà, je pourrais en parler des heures, mais je vais m'arrêter là. Je vais continuer cette série de vidéos par plein de petites vidéos qui abordera un thème précis. Je n'ai pas vraiment encore l'ordre des vidéos, ni le titre exact, ni le thème exact, etc. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne. Je mettrai toutes les nouvelles vidéos dans la playlist Flesh and Blood. Et comme ça, vous pourrez suivre un petit peu ce que j'ai à dire. J'espère que cette petite grosse vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être le plus généraliste possible pour vous présenter succinctement le jeu, pourquoi je l'aimais, la politique générale, etc. Mais je reviendrai un petit peu plus en profondeur sur pourquoi j'aime le jeu lorsque j'aurai parlé des règles, parlé des formats, etc. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo. Et puis, à la prochaine. Abonnez-vous. Salut!